Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission École guinéenne sur la télévision nationale. Après la commune de Matam, la commune de Matoto, aujourd'hui nous sommes dans une autre juridiction, nous sommes dans une autre commune, la commune de Dixine. Nous sommes avec le premier responsable de cette commune qui va tout à l'heure se prêter à nos questions. Le sujet abordé sera sur le niveau d'avancement des programmes, en plus la pédagogie et parler évidemment d'autres sujets de l'actualité, comment les choses se passent au sein de cette commune. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons entendre le cassoir au premier responsable et nous camper la situation de cette commune. Bonjour, monsieur Silla. Bonjour, monsieur Magas. Et alors, aujourd'hui, vous êtes dans l'émission École guinéenne, une émission phare, soutenue et vue par tous les élèves du système éducatif guinéen. Nous sommes dans votre juridiction. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu général sur votre commune? Oui, la commune de Dixine a dans l'ensemble 22 écoles et établissements, c'est-à-dire 17 écoles primaires et 5 écoles publiques secondaires, 4 collèges et un lycée. Donc, c'est un peu ça l'aperçu sur le plan de cette commune. Et quel est l'état de ces 22 établissements au sein de votre commune aujourd'hui? Ça se porte bien. Toutes les dispositions ont été prises pendant la rentrée. Nous avons pris toutes les dispositions au point de vue pédagogique, au point de vue environnement, pour permettre de recevoir les élèves dès la rentrée. Donc depuis ça jusqu'à maintenant, ça se passe dans de très bonnes conditions. Bien. Alors, comme vous parlez de point de vue environnement, au point de vue, comme ça là, enseignement, tout se porte bien. Alors, aujourd'hui, nous sommes à quelques mois de l'ouverture des classes, et 2 mois et quelques. Et quelle est la situation, le niveau de progression des programmes dans votre commune? Dans notre commune, conformément au calendrier que nous avons reçu, et nous le respectons. Jusqu'à maintenant, là, tout se passe dans les conditions les meilleures. Et les préparations sont suivies à la lettre, et non seulement par la direction de l'école, mais par les cadres de la DCE de Dixine qui sont déjà sur le terrain depuis un bon moment. Après la supervision, nous avons reconstitué d'autres équipes qui sont sur le terrain actuellement pour faire le suivi de la pédagogie, de l'enseignement-apprentissage au niveau de ces différentes écoles. Et quels ont été les résultats apportés? Bon, les résultats apportés par ces techniciens qui sont sur le terrain, ils sont déjà sur le terrain d'abord. Ils sont sur le terrain, oui. Ils suivent l'évolution, oui, non seulement des cours, mais de la pratique de l'apprentissage, pour permettre d'aider les enseignants qui ont des petites difficultés à certains niveaux. Des enseignants qui ont des difficultés, certes, tout n'est pas rose dans toutes les communes. Il y a des avancées, comme il y a quelques soucis. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de vous aujourd'hui, parce que nous sommes dans la main des nouvelles autorités éducatives et les mesures édictées sont déjà connues par tous les responsables. Oui. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut retenir de vous par rapport à cette situation? Après l'atelier, nous avons eu à faire une très grande sensibilisation à tous les niveaux, et au niveau du public et au niveau du privé. Au niveau du public, on a fait une grande réunion à l'école primaire de Dixine Centre avec tout le public, et avec le privé à Sainte-Marie, on a regroupé presque tous les cadres de ces écoles-là, du privé, à Sainte-Marie, pour donner des informations sur les nouvelles de la rentrée, le programme d'enseignement. Et on a eu un premier point très fort qui a été sur la diversification des filières au premier cycle du secondaire. Et ça, on a campé dessus puisque ça a été un élément pendant l'atelier. Nous avons eu tout le temps d'expliquer cette diversification, c'est-à-dire comment cela doit se passer. C'est pourquoi ils ont été séparés. On a fait pour le public à part et on est allé aussi faire avec le privé. Nous avons demandé de prendre toutes les dispositions au jour même pour que dès la rentrée, les cours commencent avec la diversification des filières. Et à ce jour-là, les 2 filières-là, la série scientifique et la série littéraire, vous allez le constater quand vous serez peut-être dans les écoles. Les 2 filières sont déjà en voie. Mais avec ces 2 filières, est-ce que c'est pas ceux qui font par exemple les sciences mathématiques et expérimentales? Qu'est-ce qui fait la spécificité des 2? Il y a des données par rapport à ça. Oui. Ces données-là ont été reparties
on a non seulement expliqué, mais les cadres de ces établissements, de chaque école, étaient à nos côtés. Nous leur avons donné le paquet pour permettre de faire la diversification autour de ce que vous expliquez là. Donc la classification est en fonction. Ceux qui doivent être dans la filière scientifique sont connus, ceux qui doivent être dans la filière littéraire aussi, ils sont connus. Je crois que par rapport à ça, ils ont travaillé, vous allez l'observer. Quand vous serez dans les écoles, c'est de façon très pratique. Et à l'heure qu'il fait, ça évolue. Bien, alors vous sommes toujours dans votre commune. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'équipement qui se pose en amont et en aval? Oui, bon, il y a eu un problème d'équipement, c'est-à-dire de matériel. Le tableau, nous avons remonté ces données à l'autorité supérieure. D'abord au niveau de l'IRE, on a remonté, ensuite on a remonté au niveau du MENA pour donner des informations pour ce qui se passe. Avant les vacances, il y a eu l'UNESCO qui était en train de faire la restauration de certaines écoles. Au niveau de cette restitution, il y a eu des classes qui étaient restées sans table-banc. Nous avons donné toutes ces informations-là et nous attendons. Mais jusqu'à présent, par exemple, si vous prenez par exemple Kamen, l'école primaire de Cameroun Cité, qui était dans le cadre de la restitution réflexion, n'a pas encore reçu ces clés. Bien. Donc alors, ils sont logés maintenant dans Kamen. Les cours se passent quand même correctement. Alors aujourd'hui, nous assistons aux réformes. Et bientôt, beaucoup d'enseignants seront à la retraite. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé pour que l'école ne soit pas dans le vide? Parce que si les doyens partent à la retraite, il faut préparer la relève. Qu'est-ce qui est fait pour le moment? Pour le moment, là, rien n'est fait. Hein. Rien n'est fait, oui. Rien n'est fait. Il faut se préparer. Oui, mais ça, c'est un problème difficile. C'est des choses qu'on ne peut pas préparer, même en un an. C'est à la longue. Des choses qu'on ne peut pas préparer de vif en vif. C'est-à-dire de bout en bout. Dès que ça se passe aujourd'hui, on le prépare demain ou après, ou dans un mois, c'est impossible. C'est-à-dire l'école n'est pas comme les autres. C'est là où on fait l'avenir de l'enfant, de la famille, du pays. Donc, on ne peut pas le faire avec des gens qui n'ont pas d'expérience. Le problème que nous avons, nous, on n'ose pas tellement le dire, mais c'est des difficultés que nous ressentons en tant qu'encadreur. Moi, ce n'est pas ma première commune. J'ai géré la DCE de Matoto durant des années. J'ai eu affaire avec 5 DCE, donc je connais un peu la situation à ce niveau-là. Comment il faut revenir dessus, comment il faut remonter, c'est pourquoi on n'a pas tellement. Mais si on envoie de façon grosso modo tout le lot là, on va avoir des problèmes, quel que soit. On arrivera, mais ça va être dans des difficultés. Ce sera dans un long temps. Bien, alors vous en tant qu'ancien, et vous en tant que spécialiste disons de l'éducation, quel conseil ou bien quelle stratégie comptez-vous donner ou bien quel message vous véhiculez aux autorités éducatives afin que l'année soit une réussite totale? Bon, d'abord nous sommes sur... on a commencé déjà. Ceux qui sont sur le terrain déjà ont pris goût. Nous sommes en train de voir les petites difficultés et de voir comment est-ce qu'il faut corriger ces difficultés-là. Si au bout du compte, on nous demande d'enlever tout ce beau monde-là et de remettre ceux-là qui viennent pour leur première fois. On ne vient pas demander d'enlever tout ce beau monde, mais c'est comme si vous venez de dire, c'est progressif. C'est progressif, mais quand je dis tout, c'est grand quoi. Oh oui, C'est pourquoi je dis tout ce beau monde. C'est grand. Si on enlève tout ceci, l'école va dans les difficultés, hein, quel que soit. Ça, il faut être très prudent à le faire. Il faut envoyer les gens, ils vont commencer avec. Ils vont commencer avec. Après, on libère. Mais ceux qui viennent des écoles d'apprentissage comme l'ENI, comme l'ISEG, qu'en dites-vous par rapport à ceci alors? C'est presque la théorie. Ils sont dans la théorie totale. Mais la pratique, c'est avec les élèves, les enfants sur le terrain. C'est deux réalités différentes. Ce que tu apprends à l'école là-bas et ce que tu as sur le terrain, c'est différent. Les enfants viennent de plusieurs horizons. Ils ont beaucoup de formes. Alors, sans plus tarder, vous allez nous donner votre mot de la fin. Et avant d'aller toucher du doigt la réalité dans les différentes classes de votre commune, les différentes écoles qui sont ici présentes, pour que les gens se rendent compte de la véracité de ce que vous donnez. Je vous remercie pour ça.
c'est autant vous dire qu'au-delà des premières réunions de sensibilisation, chaque fois qu'il y a un problème, nous appelons tout le monde tout de suite et donner des informations pour nous permettre d'être au point de suivre méthodiquement ce qui se passe. Et l'encadrement au niveau des écoles est déjà au point, pas seulement dans les bureaux, mais ils suivent les enseignants depuis leur préparation jusque dans les pratiques de classe pour voir comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils font les prestations. Parce que c'est à ce niveau ça fait partie de la pédagogie. De la pédagogie. Oui. Tout ça là, ça permet non seulement aux enfants de percevoir correctement ce qu'ils doivent avoir, mais aussi c'est préparer aussi l'enseignant à faire son travail, à communiquer. C'est pourquoi dans les préparations, nous avons demandé à ce que les préparations ne soient pas signées seulement, il faut viser. Il faut lire, il faut voir les démarches méthodologiques, il faut voir les objectifs et voir le contenu par rapport aux objectifs. Est-ce que ce qui est dans le contenu, ce n'est pas différent de l'objectif? Si le directeur suit ça, c'est que lui-même, il a la possibilité de corriger ou d'aider l'enseignant en question par rapport à son travail. Et si cela est réussi, c'est que c'est l'école qui réussit. Merci. Si tel est le cas, alors, monsieur Silla, sans plus tarder, nous allons nous rendre sur le terrain, voir comment les enseignants évoluent en situation de classe, comment les enfants aussi apprennent. Après monsieur le DCE de la commune de Dixine, nous sommes avec madame le principal de collège 1 Donka. Et avec elle, tout à l'heure, nous allons connaître un aperçu général du programme d'avancement de sa juridiction. Nous sommes entre 7-8 semaines des cours. À elle de nous dénicher son programme. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Vous pouvez nous planter les décors par rapport au niveau d'avancement de votre programme et au sein de votre établissement. Le collège 1 qui vous reçoit ce matin compte un effectif de 604 élèves, dont 292 filles. Nous avons au jour d'aujourd'hui 25 chargés de cours et 15 personnels d'encadrement. Il y a combien de femmes parmi eux? Parmi les 15, il y a 6 femmes. 6 femmes. Oui. Le pourcentage est élevé, non? Bon, c'est acceptable. C'est acceptable. Comme vous l'avez si bien dit, on est au début de la 8e semaine. Et généralement, dès qu'une semaine finit, on voit quel est l'état d'avancement du programme dans les cahiers de texte. Et au jour d'aujourd'hui, les professeurs sont dans les normes, dans les différentes matières. Pour le moment, il n'y a pas de retard. Nous sommes dans la 7e semaine et la 7e semaine, c'est 26,95%. Et quand on regarde dans les cahiers de texte aujourd'hui, tous les professeurs, en majorité, sont dans les 26,95%. Alors, qu'est-ce que vous faites de ça? Est-ce que vous touchez du doigt de la réalité? Vous voyez les professeurs en citation de classe, vous voyez les cahiers de texte pour s'enquérir de la réalité? Comme je vous le disais, chaque fin de semaine, c'est-à-dire le samedi, quand on finit avec les cours, les directeurs des études et moi, on se retrouve. Ça trouve qu'eux, ils ont déjà visé les cahiers de texte. Ils ont cherché à savoir à quel niveau les professeurs sont. Ils nous déposent les réalités là. Et ensemble, maintenant, moi, je finalise parce que quand ils viennent, moi, je vois s'il y a un retard quelque part, tout de suite, je signale que, pourquoi il y a ce retard-là. Et eux, ils me disent le pourquoi. Bon, parce que nous sommes quand même des êtres humains. Il y en a des fois qui peuvent tomber malades ou qui peuvent avoir des empêchements. Mais on œuvre de sorte que la personne, dès qu'elle revient, elle puisse combler le vide. C'est pour ça que je vous dis qu'au jour d'aujourd'hui, on est au même niveau. Planning qui est établi par rapport au cas où certains tomberaient malades. Qu'est-ce qui est prévu pour ceci? Au cas où un professeur est malade, si par exemple c'est dans le domaine d'un des directeurs des études ou dans mon domaine à moi, par exemple qui suis mathématicienne, là tout de suite je prends la relève, ou le directeur des études qui est là prend la relève, ou un des membres de l'encadrement. Maintenant, si ce n'est pas une discipline qui est dans notre domaine, de toute façon on gère la classe parce que l'emploi de temps est respecté. On a déjà fait comprendre aux élèves que les cours c'est de 8h à 14h du lundi au mercredi. Le jeudi, c'est de 8h à 12h. Le vendredi, de 8h à 12h. Le samedi, de 8h à 10h. Parce que de 10h à 13h, on procède à l'assainissement de l'école.
Ça aussi, c'est important. Donc, vous parlez de l'environnement. Et est-ce que l'environnement est de taille chez vous? Et bien sûr, vous pouvez vous-même peut-être sillonner et les salles de classe et la cour. Vous verrez qu'on prend des dispositions quand même par rapport. C'est pour ça justement qu'on a prévu un temps d'assainissement et on respecte vraiment l'hygiène à l'école. Il y a des poubelles, on apprend aux enfants à ne pas jeter les ordures n'importe où. Bien. Apprendre aux enfants à ne pas jeter les ordures partout, n'est-ce pas? Bien. Alors, parlons un peu de la pédagogie. Tout ce que nous faisons, c'est par rapport à la pédagogie pour que les enfants réussissent. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que les enseignants soient dans les normes? Voilà. Les enseignants, on les suit. On passe. D'abord, il y a la visite de routine qu'on appelle visite rapide. Là, le matin, dès que les élèves et les enseignants sont dans les salles de classe, moi, je fais un tour, juste pour voir si tout le monde est là, me rassurer que les professeurs sont là. Et si un est absent, qu'on sache pourquoi il n'est pas là. Et quand tout le monde est là, on descend, on s'occupe de nos documents de bureau et tout ça. Mais quand un n'est pas là, comme je vous disais tout à l'heure, on essaie d'assurer, n'est-ce pas, pour ne pas que les enfants se retrouvent sans occupation. On cherche à les occuper. Mais pour le moment, par la grâce de Dieu, les professeurs, ils viennent en nombre et ils respectent le temps qui leur est imparti. Quels sont les problèmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est surtout un problème de latrines. Vous savez, les latrines chez nous, nous faisons notre mieux quand même, nous les faisons déboucher, mais pratiquement chaque mois, si on ne procède pas au débouchage, ça, c'est embêtant. Quelle est la solution définitive que vous préconisez? Vous lancez un appel aux autorités? Oui, peut-être que c'est de nous aider à avoir une grande fosse septique qui peut peut-être récupérer beaucoup de déchets. Sinon, le curage, il est indispensable pour le moment. Chaque fin du mois, on est tenu de faire le curage et ça nous coûte cher quand même. Ça nous coûte cher parce que c'est les environs de 400 000 que les déboucheurs viennent nous imposer chaque fois. Bien, alors nous sommes presque au terme de cet entretien. Nous sommes aussi dans la main des nouvelles autorités éducatives. Quel message avez-vous à véhiculer pour que la formation soit de taille pour les accompagner? En tout cas, nous faisons notre mieux. Nous les promettons que notre devoir, comme nous l'avons commencé, nous allons continuer, veiller à ce que les professeurs soient dans les normes, à ce que les élèves aussi soient disciplinés. Et là, on veut quand même que l'autorité nous accompagne dans ces dispositions-là. Parce que la discipline, quand on veut l'imposer dans un établissement scolaire, si tu n'es pas appuyé par l'autorité de tutelle, c'est pas facile. Par exemple, quand les élèves viennent en retard, quand on prend des mesures, on ne dit pas qu'il faut que ce soit des mesures draconiennes, mais il faut au moins qu'il y ait des mesures d'accompagnement. Quand on dit, par exemple, à partir de telle heure, les retardateurs ne rentrent pas, de grâce qu'on soit aidé dans ce sens, même si on doit les recevoir après, mais qu'ils sachent d'abord que le retard là, c'est quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Parce que là, les élèves, ils traînent les pas. Ils traînent beaucoup les pas et ce n'est pas normal. À partir du moment où les encadreurs, les chargés de cours viennent à temps pour assister à la montée des couleurs, les élèves aussi doivent fournir le même effort pour être là à temps. Bien. Alors, vous parlez des élèves, ils doivent être assidus, ils doivent être ponctuels. Il y a tous ces aspects qui doivent être respectés. Bien. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le ministre vient de prendre aussi une décision draconienne par rapport à l'utilisation des téléphones pendant les heures de cours. Et c'est une mesure qu'il faut respecter de façon légal. Vraiment. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette décision? C'est une bonne décision. Est-ce que c'est appliqué chez vous aussi? C'est bien appliqué chez nous. C'est une bonne décision. Avant déjà que la décision ne vienne, c'était pas, on le disait souvent aux élèves, pas de téléphone dans les salles de classe. On exigeait à ce que, même s'ils ont des téléphones, qu'ils les gardent dans leur sac à l'époque. Mais maintenant, depuis qu'on a reçu cette note de service, on a passé partout dans les classes. D'abord, on a commenté la décision nous-mêmes et on a affiché dans chaque salle de classe une copie de la décision et on a informé et élèves et enseignants que le téléphone n'est pas à utiliser, il n'est pas à avoir même par soi en classe. Là, quand c'est interdit. Et là, au jour d'aujourd'hui, je vous garantis que non. Les professeurs et les élèves se conforment à cela. Bien. Alors, vous venez d'écouter Madame le principal de ce collège, un grand collège, le collège Ndonka. Et nous allons joindre l'utile à l'agréable. Il vient de dire que le programme avance à grands pas. Nous allons voir les professeurs en citation de classe. Comment les choses se passent? Suivez mes chers téléspectateurs.
Pour qui suivez la télévision nationale, là, nous sommes dans une classe de collège 1. Donc, et à présent, je suis avec un des professeurs qui va se prêter à nos questions. Bonjour, monsieur. Bonjour, c'est M. Mamadi de Camara. Nous sommes à combien de pourcents au moins de l'évolution dans le programme maintenant? À peu près les 26-27% du programme. Je viens de voir la disposition de ces élèves des groupes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous devons faire participer les enfants à la compréhension du cours. Oui. C'est-à-dire les réponses doivent venir d'eux-mêmes. Donc nous les soumettons les documents pédagogiques, le didactique, afin de pouvoir découvrir les éléments qu'on doit rechercher pour les objectifs. Très bien, c'est purement pédagogique alors? C'est pédagogique. Merci. Et alors, quel est le message que vous avez à l'égard des autres élèves des écoles par rapport à la pédagogie? Donc, je dirais tout simplement de faire participer aux enfants, ce qu'on appelle la participation active des élèves, qui est très important parce que quand l'élève arrive à découvrir de lui-même ce qu'il recherche, je crois que la mémorisation devient facile. Voilà. Donc, c'est ce message que j'ai dit, de faire participer activement les enfants pendant les cours. Bon, c'est le cours de biologie. Nous sommes sur la composition des aliments. La deuxième partie, c'est la mise en évidence des aliments. Est-ce que vous comprenez le travail du groupe là? Oui, on comprend très bien, ça va mieux. Tout le monde comprend. Avec le livre, on prend les questions, on rassemble. Après, monsieur nous donne 30 minutes et on lui lègue les réponses. Vous êtes sur ce cours de Barry Centre, Barry Centre de 2 points pointés ou bien 3 points pondérés? Nous sommes sur le cours de Barry Centre à N points pondérés. N points pondérés, oui. N'est-ce pas? Oui. Mais l'exercice que monsieur vient de donner tout à l'heure, qu'est-ce que toi tu as compris? Bon, l'exercice que monsieur a donné, j'ai compris comment d'abord on a établi Une équation qui est donnée. Oui, une équation qui est donnée. Donc, on cherche à établir maintenant les points. C'est la somme des vecteurs qui sont donnés. Maintenant, comment toi tu... Oui, la somme des vecteurs, on dit vecteur BA est égal à moins 3CA vecteur CA. Donc, on essaie d'envoyer... De faire une permutation. De faire une permutation. Envoyer le second membre vers le premier membre pour légaliser le vecteur. En mathématiques, quand un vecteur change de position. Oui, quand il change de position, aussi le signe change. Le signe change. Oui. Et c'est ce qui a été le cas ici. Ah oui. Quand est-ce que maintenant deux vecteurs sont nuls? Deux vecteurs sont nuls. Nuls, oui. A vecteur égal à combien? A vecteur est égal à 0. Parce que A vecteur est sur le même point. Sont sur le même point, oui. Merci, applaudissez pour vous. Merci. C'est la somme 1 I allant de 1 de delta 1 est égal à facteur de G0 plus OAI vecteur. Le vecteur unité, c'est combien? Le vecteur unité. Le vecteur unité, professeur, le vecteur unité, c'est combien? C'est G. Unité. Le vecteur, c'est 1. Oui, c'est 1, non? Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez sur vos petits écrans, nous étions dans la commune de Dixine sur une thématique très importante qui est la progression des cours dans les différents établissements de la commune de Dixine. Et vous avez suivi de fond en comble monsieur le DCE et madame le principal du collège Ndonka. En plus, nous étions avec les professeurs du lycée Ndonka et j'espère que vous avez bien appris de ces professeurs que les programmes évoluent à grands pas. Alors sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous sommes au terme de cette émission. Merci, à la prochaine.